Bonjour, bonjour, bonjour. Yannick Enel. Merci. Emmanuel Noblet, qui est un peu caché, mais qui est là. Et Olivia pour vous servir. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on reçoit un de mes écrivains favoris. Donc voilà, je le dis tout de suite. Ah, mais je ne savais pas. C'est pas vrai, je l'ai dit en plus. Non, voilà, on reçoit Yannick Enel et j'en suis ravie. J'ai demandé à faire cette rencontre. Donc j'ai beaucoup de plaisir à vous retrouver et à le retrouver et surtout à partager avec vous aujourd'hui ce qui a été cet énorme plaisir de lecture pour moi l'été dernier, qui est le trésorier payeur. Avant cela, il y a eu d'autres livres, d'autres romans. Il y a eu Cercle, prix Décembre. Il y a eu Yann Karski, prix Interallié. Il y a eu bien sûr Tiens, ferme ta couronne, prix Médicis. Et beaucoup d'autres, parus aux éditions Gallimard, qui est votre éditeur, à la rentrée dernière. Donc ce trésorier payeur, qui est un portrait jubilatoire d'un banquier philosophe en quête de sens, envoyé de Paris dans une succursale de la Banque de France, à Béthune. Et c'est ici que commence notre rencontre. On va tout de suite commencer par refaire le voyage avec le photographe Pierre Morales, qui a pris des photos sur le trajet, et avec la voix d'Emmanuel Noblet et les mots de Yannick Enel. Si vous le voulez bien, on commence par une lecture. Béthune est une sous-préfecture du nord de la France située dans le département du Pas-de-Calais à une quarantaine de kilomètres de Lille. Il faut à peu près 1h30 pour y arriver en train depuis Paris. Lorsque nous débarquâmes ce matin-là, les artistes, Léa Bismuth et moi, il nous sembla que les abords de la gare avaient l'allure d'une ville fantôme. Les façades des commerces étaient murées, le chômage avait littéralement vidé ces rues dont ne subsistaient que des enseignes vieillies, parmi lesquelles je notais avec amusement celle des bars de nuit qui, il y a 20 ans encore, offraient des plaisirs interlopes, peut-être même une liberté qui n'existe plus. En arrivant dans le centre d'art, j'ignorais ce que les artistes choisis par Léa avaient en tête. Nous avions un peu échangé dans le train, et s'ils ne paraissaient pas tellement au fait des théories économiques de Georges Bataille, de mon côté, je n'avais pas non plus envie de jouer avec eux aux spécialistes, et encore moins de signer pour le catalogue une énième étude sur la dépense selon Georges Bataille. Je devais trouver un biais. Le directeur du centre d'art, Philippe Massardier, nous fit visiter les lieux. Il y a, je l'ai dit, une joie à traverser des ruines, des friches, des chantiers. L'espace semble naître. Il respire encore pour quelque temps l'étrangeté du vide et même saturé de gravats, encombré de parpaings, de vieux plâtres et de panneaux d'outillage, il garde en lui la vérité de la désaffection, celle du désert qui court entre les silhouettes et qui déjà, tandis que nous croyons vivre, nous indique combien l'effacement nous guette. Les murs nous regarderont disparaître. Merci beaucoup Emmanuel Noblet. Ce trajet-là, vous l'avez fait avant même de le faire faire à votre protagoniste dans Le Trésorier payeur, ce voyage jusqu'à Béthune. Je l'ai fait plein de fois. Enfin, je me suis amusé même dans le style de ce qu'on vient d'entendre, je me suis amusé à imiter un certain roman réaliste. Mon rêve, ça aurait été d'écrire avec la sobriété de Simenon. Je voulais écrire l'histoire d'un banquier, et donc d'un banquier un peu spécial, mais on va en parler, un banquier anarchiste, mais je me disais, voilà, que ces expériences intérieures liées à des personnages qui ont l'air de ne pas être remarquables, enfin, le vertige de Monsieur Tout-le-Monde, puisque Monsieur Tout-le-Monde n'existe pas au fond, la folie de Monsieur Tout-le-Monde, c'était quelque chose qui faisait signe vers Simenon. Je suis allé plein de fois à Béthune pour travailler sur le motif.
Et c'est devenu une aventure du roman lui-même. Enfin, vivre un roman pendant qu'on l'écrit, c'est la chose qui me passionne le plus. Enfin, c'est vraiment une vie spéciale, enfin, de se dévouer, d'être dévolu tout entier à la composition, à l'élaboration d'un roman, à cette espèce d'aventure identificatoire, en fait. Et je suis allé dormir là-bas. J'allais à l'hôtel pour écrire, dans la chambre même où mon personnage, j'avais choisi de situer quelques années là-bas. Bon, voilà, c'est un jeu. C'est Flaubert qui dit les phrases sont des aventures. Et pour moi, là, il ne s'agit pas de copier la réalité, c'est une fantaisie, c'est une féerie, ce roman. Mais il s'agit de se mettre dans un état d'écriture si spécial qu'il contamine la réalité, qu'il la déborde. Voilà, c'est 5 années de ma vie aussi, le trésorier payeur, et j'aime bien qu'il y ait des durées très longues. Le livre Cercle, qui est le livre qui a changé ma vie, enfin, j'ai mis 5 années à l'écrire, et j'ai vécu ces 5 années, j'ai vécu tous les trajets de ce narrateur en Europe. Donc Béthune, voilà, je l'avais choisi sans trop savoir pourquoi, et un jour on m'a dit, enfin je savais pas pourquoi j'avais mis ce banquier là, mais un jour on m'a dit, mais dans Béthune il y a Thune. Voilà, j'ai mis 3 ans à m'en apercevoir. Mais comme je n'ai pas de... Ouais, je ne sais pas s'il faut applaudir. Bon. Mais j'aime bien ne pas tout savoir. Enfin, la preuve, je ne savais pas ce que je faisais en allant à Béthune. Mais comme vous l'avez compris, je n'ai pas de psychanalyste. Est-ce que vous saviez ce que vous faisiez en appelant votre protagoniste, votre banquier anarchiste, philosophe aussi, Georges Bataille? En fait, qu'est-ce qu'il vient faire l'auteur du Bleu du ciel, l'auteur de La part maudite, l'auteur de Histoire de l'œil dans cette histoire? Est-ce qu'il a été pour vous un prétexte pour le cœur? Ouais. Je sais que peut-être il ne faudrait pas faire ça, mais moi je laisse les échafaudages dans les romans. Je laisse les lectures que j'ai faites. J'aime bien les exhiber et j'en ai fait une sorte d'art poétique. C'est pas seulement que j'aime qu'il y ait un livre à l'intérieur du livre que j'écris, c'est pas seulement que j'aime qu'il y ait un saint protecteur. Pour d'autres livres, pour Jan Karski, c'était Kafka. Pour celui-ci, c'était Bataille. Mais c'est aussi que Georges Bataille a écrit, c'est l'un des rares écrivains français, en tous les cas, à avoir écrit sur l'économie. Et il a publié en 1949 un livre très important qui s'appelle La part maudite, dans lequel, je ne vais pas vous le résumer là maintenant, mais dans lequel, en gros, il explique que peut-être le cœur de l'économie ne serait pas fondé sur l'épargne, mais sur la dépense. Et cette théorie, je dirais, ruineuse, enfin, il l'étaye en essayant de voir, de nous montrer qu'il y a d'autres modèles que celui du capitalisme, qu'il y a des modèles sacrificiels chez les Aztèques, les échanges qu'on appelait le potlatch. Et bon voilà, donc il y avait ce livre qui scintillait, qui me faisait signe. Et comme je ne trouvais pas de nom à ce trésorier payeur, un jour, dans mes brouillons, parce que j'écris à la main, moi, sur des petits carnets ou des cahiers Clairefontaine, un jour, je l'ai appelé Bataille. Voilà. Puis ça a proliféré, ça a gagné. Et puis, il s'est passé des tas de choses, parce que la fiction, c'est des complications. Comme avec les sentiments, enfin comme avec une histoire d'amour, moi je me complique aussi beaucoup la vie et j'aime ça, enfin. Les faux départs, les virages qui n'en finissent plus, les digressions, comme peut-être maintenant. Et il se trouve qu'il y avait une exposition aussi. Dans la réalité, il y a eu à Béthune une exposition dans l'ancienne succursale de la Banque de France, transformée en centre d'art. Ça m'intéressait, enfin, le passage de l'argent à l'art. Voilà.
Et dans la vie réelle, mais à la fin, je ne sais plus enfin, ce qui s'est passé réellement ou pas, puisque je réinvente tout. Dans la vie réelle, je suis allé pour la première fois à Béthune, effectivement avec des artistes que j'accompagnais pour écrire le catalogue de cette exposition qui portait sur l'influence de Georges Bataille sur l'art contemporain. C'était un truc très savant, très théorique. Et puis, il m'est arrivé toutes sortes de choses ce jour-là, à Béthune qui ont fait que j'ai compris que c'était un roman qu'il fallait que j'écrive. Il fallait que j'en passe par la fiction, parce que j'ai vu ce jour-là, tout en visitant les locaux de cette ancienne Banque de France qui restait en l'état, enfin, avec les guichets en marbre, avec la salle des coffres ténébreuse à souhait, avec les ascenseurs pour les billets. Enfin, c'était très étrange. Et ce jour-là, j'ai vu, dans le petit jardin qui jouxte cette ancienne Banque de France, une maison qui m'a plu. Une maison qui, pour le coup, faisait signe, non pas vers Simenon, mais vers Hitchcock, vers la maison du docteur Edwards. Enfin, une maison qui me semblait démesurée et très proche de cette banque qu'elle semblait manger. Et on m'a dit, il y avait le directeur du centre d'art, Philippe Massardier, qui apparaît dans l'extrait que tu as lu, qui a vu, de manière amusée, qui a vu que j'étais pris en fait par cette maison. Il m'a dit, c'était la maison du trésorier payeur. Il se trouve que sur le coup, j'ai pas réagi, mais c'est tout à fait inexact, puisque, comme on le sait, le trésorier payeur, non. Les trésoriers payeurs n'ont rien à voir avec l'univers de la banque, mais avec celui des finances publiques, enfin, disons, je sais pas quoi, les impôts. Et, mais ça m'a plu, trésorier payeur, je trouvais ça sonnait un peu 17e, 18e, il y avait quelque chose de solaire. Et il m'a dit, vous savez pas tout, et c'est là que tout a commencé, vous ne savez pas tout, entre cette maison et la salle des coffres, le trésorier payeur avait creusé un tunnel. Là, j'ai pensé qu'il se payait ma tête. Enfin, c'était pas... et ça m'a plu, cette fantaisie. Enfin, je me suis dit, tiens, mais c'est vrai, au fond, il est plus écrivain que moi, ce type. Il imagine un tunnel. Sauf que ce tunnel a existé. Il me l'a montré. Et ça a été un autoroute pour vous, pour l'écrivain, voilà, pour l'imagination. C'est comme ça que ça a commencé. Ouais. Je me suis dit, il faut que j'entre dans ce tunnel, mais comme il est muré, bah, j'ai écrit un roman. Pour aller voir au-delà du mur. Ouais. La banque, c'est pas un grand territoire de prédilection, d'affection pour les romanciers, pour la fiction en général. Et quand il y a des personnages de banquiers, ils sont généralement pas très folichons, plutôt palos, un peu sérieux, retenus dans leur costume. Vous avez choisi de faire de votre trésorier payeur un personnage quand même assez sensible, bien sûr, qui réfléchit et qui essaye de penser bien, penser contre lui-même aussi. Et un personnage assez flamboyant. Ça, c'était assez osé quand même. Je ne sais pas, quand vous êtes allé voir votre éditeur ou le premier lecteur de vos romans en général en lui disant « je vais écrire le portrait d'un banquier », ça ne suscite pas tout de suite... Bah, il a éclaté de rire, c'était Philippe Solers en l'occurrence. Quand je lui ai dit ça, il a eu un grand éclat de rire. Oui. Mais c'est vrai que ce n'est pas sexy a priori. Je veux dire, dans le roman. Peut-être les banquiers sont sexy, je ne sais pas, mais pour explorer effectivement ce territoire poétique qu'est le roman, parce que pour moi c'est un territoire poétique, a priori c'est un peu chloroformé, fermé. Mais c'était mon idée vraiment, c'était mon désir, au moins pour deux raisons. La première, c'est que j'avais vécu ce moment qu'on a tous connu, celui de la crise des subprimes, donc à la fin des années 2000, vous vous en souvenez, comme un moment où pour la première fois, je me suis dit, il serait temps que j'y comprenne quelque chose. Parce qu'on a des rapports, enfin, je ne sais pas vous, mais moi j'ai des rapports totalement puérils avec l'argent, bon, mais surtout avec l'économie, enfin, avec la structure qui nous gouverne, au fond, plus que la politique, finalement, parfois. Et là, la crise des subprimes, c'était quand même ce moment où on s'est rendu compte, où l'économie elle-même, ou plutôt la finance qui a dévoré l'économie, a vendu la mèche sur elle-même. C'est-à-dire qu'on a compris qu'on spéculait avec l'argent des pauvres. C'était ça quand même. Et ça s'est vu là. Et je me suis dit,
je me souviens très bien, enfin, ce moment-là, je vivais en Italie à l'époque, un pays totalement ruiné, et culturellement par Berlusconi, mais économiquement également. Et je me suis dit qu'il faudrait qu'un jour je me mette à lire des livres sur l'économie et à comprendre. Et je ne peux pas m'intéresser à un sujet sans écrire là-dessus. Enfin, je ne sais pas comment dire ça. Toutes mes lectures, pour comprendre, c'est comme ça que je me suis mis à lire de la philosophie très tard, c'était pour écrire des romans en fait. Je les transforme. Et voilà, la deuxième chose, c'est que je voulais aussi faire tout le contraire de ce que j'avais écrit jusqu'alors. D'habitude, mes personnages sont des espèces de, c'est pas des clochards célestes, mais comme dirait Kerouac, mais des personnages qui dérivent, qui n'ont aucune identité sociale, qui n'ont pas de père ni de mère, qui tombent amoureux constamment et qui vivent de manière poétique. Et là, je voulais quelqu'un, au contraire, je voulais m'astreindre à quelqu'un qui a une vie de bureau. Voilà. Donc c'était un souhait de romancier. Comment rendre ça romanesque? Voilà. Et donc j'ai inventé ce personnage qui ne cesse de surenchérir sur ses contradictions. C'est un banquier, mais il est anarchiste, philosophe et charitable surtout. Donc j'ai accumulé comme ça toutes les contradictions possibles. Et je pense que la contradiction, c'est le lieu même. Quand on n'est pas d'accord avec soi-même, ça devient une fiction. Puisqu'on n'est plus tout seul. On est au moins 2, puis 3, puis 4. Et voilà, ça s'est formé comme ça, oui. Voilà, c'est un banquier charitable qui va aussi défendre les surendettés dans ce livre. Et c'est vrai que chemin faisant, c'est quand même ce roman aussi un petit traité d'économie. Alors façon Yannick Enel peut-être, mais avec toutes les questions en tout cas que vous vous posez, les réponses que vous essayez de trouver avec votre protagoniste. On va raconter juste une scène et puis après on va réentrer dans la lecture avec Emmanuel et puis peut-être essayer de faire tomber le mur de ce tunnel. Il a une révélation, hein, il va avoir une révélation au moment où il travaille encore à Paris. Cette idée que Nixon a à un moment ouvert la porte au dévoiement intégral du marché avec une date, 1971. Et puis il va y avoir aussi, et c'est cette scène-là que vous pouvez peut-être nous raconter comment vous l'avez imaginé, cette visite de Reagan avec sa femme, Nancy, quand ils viennent à la Banque de France et qui vont descendre réellement dans les coffres de la banque. Que vous comparez cette visite, en tout cas c'est comme ça dans les yeux de votre futur trésorier payeur, à une immersion dans la grotte de Lascaux ou de Chauvet? Oui, Lascaux. C'était Lascaux, hein. Pourquoi? Où est-ce que vous y avez vu, vous, tous ces signes, cette part de sacré dans cet endroit tellement profane, finalement, que sont les coffres de la Banque de France? C'est-à-dire que, je ne sais pas, il y a le philosophe Walter Benjamin a écrit un tout petit texte, ça fait quelques pages, qui s'appelle « Le capitalisme comme religion ». Et c'est tout à fait lumineux, c'est limpide. Enfin, il est évident qu'on a tué Dieu pour y mettre l'argent à la place. Enfin, je crois que c'est ce qui fédère ce qui s'est passé au moins dans le monde occidental depuis 2 ou 3 siècles. Enfin, c'est pas seulement une perte du sens ou du sacré, c'est vraiment un remplacement. Enfin, et donc je voulais parler de ce qui se passe dans les salles des coffres, mais surtout dans ce sous-sol très particulier à Paris, au siège de la Banque de France, qui est visitable le jour du patrimoine, je crois on dit ça en septembre. Il se trouve que il y a sous cette banque, il y a carrément à 30 mètres sous terre un espace immense qui est celui d'un temple, d'une cathédrale vide, où sont stockés les lingots d'or. Voilà. Et comme on le sait, vous faisiez allusion à Nixon qui a dérégulé le marché, mais en prenant une décision très particulière en 1971, qui est d'arrêter, enfin de rompre avec l'équivalence qui soutenait toute l'économie mondiale, à savoir que on imprimait des billets qu'à proportion de ce qu'on avait dans chaque pays comme réserve réelle. Et à partir du moment où cette règle n'a plus été de mise, on s'est mis à imprimer, moi j'appelle ça de la fausse monnaie, puisque ça n'est étayé par rien, par aucune richesse réelle. Bref, j'étais travaillé par toutes ces questions,
et donc par celle du libéralisme, du néolibéralisme. Et moi, dans les années 80, j'avais 20 ans, et c'était Thatcher, c'était Reagan, c'était quelque chose, une idéologie avec le mur de Berlin qui allait tomber. C'était une idéologie parmi d'autres, mais c'est celle qui a gagné, en fait. Elle a gagné planétairement. Et ce personnage de Reagan, ça m'intéressait parce que... là, je m'embrouille un peu, hein, mais le roman est aussi très... il part comme ça dans tous les sens, mais j'aime bien. C'est aussi pour ça, moi, la fiction, c'est des chemins qui ne mènent nulle part, comme dirait un philosophe allemand. Mais ce nulle part, c'est le cœur même, pour moi, du langage. C'est ce qui crépite dans la richesse elle-même. Et bref, il y a une visite de ce souterrain qui s'appelle La Souterraine. Il y a un livre de Zweig là-dessus, très beau. Il a visité ça. Et j'y ai emmené Reagan parce que je m'étais aperçu qu'il avait fait une visite présidentielle, je ne sais pas, en 1987, je crois, je ne sais plus très bien. Et il se trouve que c'est le chantre du libéralisme. Et je me suis dit que ce Reagan voulait voir les lingots d'or, quoi. Et bon, c'était pour moi le moyen, c'est une longue scène un peu comique. Enfin, c'était le moyen de montrer une cérémonie païenne, voilà, une messe noire. Il y a un moment, il y a une pyramide de lingots. Ils ont enfin accès à leurs désirs. Tous ces capitalistes là qui sont enfiévrés de jouissance, et ils vont se passer un peu comme dans un rite maçonnique. Enfin, ils vont se passer les lingots et psalmodier de manière litanique comme dans le veau d'or, enfin des louanges au dieu argent. Voilà, c'est une satire, c'était ça qui m'intéressait. Ouais. Alors dans le roman, et à Béthune, votre protagoniste a quand même, puisque vous venez de l'évoquer, lui aussi une vie sexuelle assez active, assez intense. Il y a un peu de place pour le désir aussi dans ce roman. J'espère bien, le pauvre. Justement, pour la sensualité, pour le désir et puis pour les corps. Pourquoi ? C'est pour vous, c'est la dernière féerie, justement, dans ce monde insensé, dans ce monde gagné par l'argent, le dernier espace de liberté ? Alors moi, si je passe mon temps, mes journées à écrire, c'est pour raconter des scènes de sexe. Je vois pas d'autres raisons. Qu'est-ce que je viens de dire là ? C'est pas possible. Il va surtout falloir expliquer. On a fait un livre avec Linda Tulou, qui va nous rejoindre tout à l'heure, qui est photographe, qui s'appelle Vénus et qui est sous-titré Où nous mènent les étreintes. Ben oui, où est-ce que ça nous mène ? Où nous mène le désir ? Enfin, je crois que l'écriture, pour moi, le désir d'écrire est travaillé par cette question qui est autant érotique que spirituelle, existentielle même, qui est de savoir ce qui a lieu quand on fait l'amour. Voilà. Non, mais on en parle beaucoup pour le cinéma, mais en fait c'est difficile à écrire une scène de sexe. C'est ce qui est le plus dur. Après, c'est pour ça que j'ai voué ma vie à ça. je dis pas que je les écris bien, mais... Et quand est-ce que vous êtes satisfait ? Sexuellement ou dans Non, j'étais sur l'écriture. Je sens que ça dérape bien là. mais il y en a plein que j'ai jetés. Il y a plein de romans que j'ai jetés. Par exemple, quand j'avais écrit Cercle, il y a 20 ans maintenant, j'avais gardé toutes les scènes sexuelles. Et donc, il y en a 9, j'ai compté, écrits selon des registres différents. Je m'étais dit, je vais choisir, et je les ai toutes gardées. Il y en a même qui sont d'une crudité, pour moi, insupportable. Mais là, comment dire ça ? Comment ? Je sais pas, j'ai pas compris. Ah, d'accord, très bien. Pour moi, c'est la quintessence de l'écriture. Parce que affronter le langage et dans sa justesse pour dire ce qu'il en est du sexe, de l'érotisme, de l'amour,
Ça implique une délicatesse et une violence aussi, c'est-à-dire une capacité, je ne sais pas si je l'ai, c'est pour ça que je continue tout le temps à écrire, une capacité de soulever le langage lui-même, de le raffiner, comme on dit, du sucre, disons, je sais pas, trouver une voie. Et moi, je suis très, très obsédé par une scène quasi immémoriale qui est notée par Ovide dans les Métamorphoses. C'est la scène de ce qu'on appelle le mythe d'Actéon et de Diane. Pour moi, c'est une scène fondatrice dans ma vie. C'est donc cet homme qui suit la déesse dans son bois sacré et elle va se baigner. On a tous vu des peintures. Et sa nudité est interdite. Interdit, ça veut dire entre parole et silence. Et il voit ce que personne n'aurait dû voir. Et il en est puni. Moi, si j'écris des livres, c'est pour continuer à regarder la déesse nue sans en mourir. Voilà. À l'invitation de l'artiste et de la commissaire d'exposition Léa Bismuth, vous êtes donc allé, vous êtes donc rendu à Béthune, Yannick Enel, dans cette ancienne succursale de la Banque de France, devenue centre d'art, musée. On va s'y rendre tout de suite en images avec ces images captées, réalisées et cet entretien par Pierre Morales. C'est une belle histoire, puisqu'en fait la Banque de France a fermé cette succursale à Béthune en 2006 et elle a proposé à la ville de Béthune, où nous nous trouvons, de racheter le bâtiment, ce que la ville a fait tout de suite, avec immédiatement dans le projet et dans l'idée d'en faire un espace culturel dédié à l'art contemporain. L'objectif, c'était de faire de ce lieu un centre de production et de jouer avec le lieu, puisque forcément on est dans l'ancienne Banque de France de Béthune, un lieu patrimonial préservé, magnifique. Et donc l'idée, c'était d'accueillir des artistes pour produire des œuvres qui sont présentées en avant-première ici. Mais nous ne sommes pas un musée, donc nous n'avons pas de collection, pas de réserve. Une fois que l'exposition est terminée, les œuvres repartent dans l'atelier des artistes et une nouvelle exposition arrive. Donc il y a un renouvellement permanent et un jeu, un dialogue qui s'opère entre le bâtiment, son histoire, son architecture et les productions des artistes. Les visiteurs qui viennent ici, ils viennent à la fois pour découvrir le bâtiment, parce qu'on n'a pas tous les jours l'occasion d'entrer dans une Banque de France, et bien sûr pour les expositions qu'ils découvrent. Et donc il y a une forme de confiance. Ils viennent des fois sans savoir précisément ce qu'ils vont découvrir, mais ils viennent pour la découverte. Et donc ils déambulent dans les espaces, et donc au gré de cette visite, ils visitent l'ancienne salle des coffres, l'appartement de fonction du directeur où nous nous trouvons, l'ancien bureau du directeur, etc. Et ils découvrent les expositions temporaires qui sont proposées. Alors Yannick Enel, c'est une chance d'abord de l'avoir rencontré, de l'avoir vu à la banque. C'est grâce à Léa Bismuth, qui est commissaire d'exposition, avec laquelle nous avons travaillé autour d'une trilogie d'expositions dédiée à Georges Bataille. Et le premier volet de cette exposition s'appelait « Dépenses ». Et dans le cadre de cette exposition, elle a invité des plasticiens et un auteur, Yannick Enel. Et donc quand Yannick est arrivé, forcément, il avait une approche différente des plasticiens. Et nécessairement, toutes les petites et grandes histoires autour de ce bâtiment l'ont particulièrement intéressé. Et donc Philippe Massardier, qui était le directeur artistique de la banque, lui a fait une visite des lieux et lui a expliqué un petit peu voilà, ce qui était encore visible et ce qui ne l'était plus, mais ce qui racontait un passé plus ou moins mystérieux de cette banque. Et Yannick a été assez fasciné par le lieu et par voilà, ce récit. Et je crois que ça a ouvert énormément de choses dans son esprit et il est parti tout de suite dans le souhait de pouvoir écrire autour de la banque et autour d'une histoire mêlant fiction et réalité. Et donc il a commencé la rédaction du Trésorier payeur en 2016 à l'occasion de cette exposition. Le roman de Yannick, comment on l'a réceptionné? Comme un cadeau. Comme un cadeau, nécessairement, parce que c'était encore une nouvelle histoire qui était racontée. C'est vrai que nous, ici, on est des raconteurs d'histoire, finalement. Donc ça a été un privilège et un honneur de pouvoir être à un moment dans un lieu qui est devenu le héros, finalement, de son roman. Donc c'est pour nous une grande générosité qu'on a accueillie avec beaucoup d'émotion.
Et puis c'était aussi l'occasion de partager ça et de partager encore une nouvelle histoire avec nos visiteurs. Donc c'est vrai que j'utilise beaucoup le mot histoire, mais parce qu'ici on en raconte beaucoup et c'est sans fin finalement, il y en a encore une nouvelle qui arrive. Donc ça a été vraiment perçu comme un cadeau. En toute occasion, j'attends ce trouble qui déclenche les romans. Je fus servi. En sortant dans le jardin pour fumer une cigarette, je découvris juste derrière la banque et pour ainsi dire tourner vers elle, comme si elle n'existait que pour la contempler, pour en être à chaque instant rattachée, comme une extension maladive, une belle maison de briques rouges à 2 étages qui semblait abandonnée. Philippe Massardier m'apprit qu'elle avait appartenu à quelqu'un qu'il appelait le trésorier payeur. Il ajouta que cette maison était reliée à la banque par un souterrain aujourd'hui bouché. Au moment où il me révéla ce détail, il se tourna brusquement vers moi, un éclat ironique passa sur son visage. Il vit que j'avais vu. Je compris que son objectif était atteint. Il avait déclenché ma curiosité, un roman scintillait, j'étais pris. Merci beaucoup Emmanuel Noblet pour cette lecture extraite du Trésorier payeur, le vôtre, Yannick Enel. Alors il y a cette idée de sentiment, mais on entend aussi dans ce que vous racontez, dans ce que Emmanuel vient de nous lire aussi, ce roman qui vous tombe dessus un peu, hein, qui vous saisit. Et cette idée peut-être de contrainte qu'un certain Georges Bataille avait évoqué aussi dans l'avant-propos du Bleu du ciel. Il disait comment nous attarder, peut-être nous lecteurs, comment nous attarder à des livres auxquels sensiblement l'auteur n'a pas été contraint. Là, on a le droit de s'y attarder sur celui-là. Je crois que vous y avez été vraiment contraint. Merci, mais c'est vrai c'est la question de la nécessité d'écrire. Oui. On peut très bien se mettre à raconter des petites choses, des salades, enfin, mais bon, ce livre-là vient, enfin, je crois qu'on l'a compris, enfin, d'une vision, d'un arrachement et de quelque chose qu'on a pu voir, enfin, d'une énigme, ce tunnel, voilà, qui est évidemment une métaphore, enfin, pour moi, de la littérature elle-même, enfin, qui est quasi archéologique. Enfin, on va peu à peu entrer dans des zones parfois malaisantes, enfin, ténébreuses, parfois dangereuses, qui donnaient sur, encore une fois, une période qui, dans les années 80, enfin, ce pacte aussi, ce nouage démoniaque avec une certaine conception de l'argent qui a commencé là. Enfin, encore une fois, quand j'avais 20 ans et que je faisais mes études, il y avait cette chose, voilà, ce néolibéralisme qui, on s'en rend plus compte aujourd'hui, a atteint comment dire, toutes les fibres de nos êtres, enfin, c'est de nos vies quotidiennes, enfin, dont il est question, enfin, dans cette emprise-là. Donc c'était comme une enquête philosophique. Une quête d'absolu aussi, hein, pour lui, pour ce personnage, et pour vous, l'écrivain aussi. Ah bah oui, parce que mon idée, c'était quand même aussi d'envoyer dans ce territoire-là qui m'est étranger, donc une banque d'analyse, hein, pas une banque de profit, pas une banque commerciale. La Banque de France, c'est une banque d'analyse, un lieu où on pense, d'y envoyer presque en immersion quelqu'un qui ne peut pas s'y adapter, mais qui a le don de se mettre de travers dans un lieu, tout en ayant l'air irréprochable. Et de fait, il se trouve que j'ai découvert en cours d'écriture que l'une des missions, comme ils disent les banquiers, l'une des missions de la Banque de France, c'est de gérer, comme ils disent, mot horrible, les insolvables. Les insolvables, vous savez, on est insolvable quand plus aucune banque ne veut nous prêter de l'argent. Et il se trouve que la Banque de France essaye d'aider les surendettés, essaye, dans le meilleur des cas, d'effacer leurs dettes. Et dans le nord de la France, bon, moi ça me plaisait aussi ce nord de la France parce qu'il y avait le territoire des mines. Et moi je viens d'une famille en Lorraine d'anciens mineurs, enfin mon grand-père était mineur. Bon, c'est pas les mêmes mines, mais quand même. Mais dans le nord de la France, il y a eu vraiment une ruine. C'est-à-dire que la fermeture des mines a entraîné la fin aussi du Parti communiste, a entraîné la fin d'une certaine conception ancienne, d'une sorte de fraternité. Enfin,
Et le chômage s'est abattu là, le libéralisme a frappé dans ce qu'il a de pire, c'est-à-dire l'extrême droite. Et comment dire ça, je cherchais quelque chose par le roman qui relève, oui, de la manière dont quelque chose d'un peu faustien, de démoniaque s'est noué à un moment, voilà, dans le temps. Donc pousser la porte de cette banque, entrer dans le tunnel, c'est aussi essayer de retrouver une origine de quelque chose. Yannick Enel, le 5 mai dernier, et peut-être qu'on revient aux sources, justement à l'origine de quelque chose qui vous touche de près, puisque c'est l'écriture, c'est l'édition de vos premiers romans. Le 5 mai dernier, vous avez perdu votre ami et éditeur Philippe Solers, qui était le directeur de la collection L'Infini chez Gallimard. Le Solers écrivain de Roland Barthes était aussi le Solers lecteur de Gide, de Pascal, de Joyce, de Freud, de Céline, de Proust ou encore de Shakespeare, ces auteurs que lui fréquentait assidûment, et il en avait réuni un certain nombre dans un de ses romans qui s'intitulait Le Nouveau. Il avait eu ces mots que moi j'adore. Il disait que la nouveauté, notamment en littérature, la nouveauté consiste à prendre du recul et à se ressourcer de très loin. Homère, disait-il, est très nouveau. La Bible est très nouvelle ce matin. Comme lecteur, mais aussi comme écrivain, est-ce que vous avez besoin d'opérer régulièrement ces prises de recul, c'est-à-dire d'aller écouter ce que les vivants ont à dire aussi, ou les morts ont à dire aux vivants. Allez vous replonger dans des livres qui finalement nous paraissent aujourd'hui tellement contemporains aussi. Moi je fais que ça, enfin, donc j'écris des scènes de sexe et je lis des romans. C'est mon emploi du temps. Voilà. Blague à part, je sais pas, je crois que la littérature, telle que je la conçois, telle que j'y crois en fait, c'est un lieu où les vivants et les morts se rencontrent. C'est un dialogue entre les écrivains, avez-vous dit aussi un jour. Entre autres, voilà, mais pas que les écrivains, mais il y a de ça. C'est un lieu, par les phrases qu'on écrit et celles qu'on lit, où quelque chose ne cesse de scintiller, là encore, qui ne relève ni de la vie ni de la mort. C'est un peu chamanique, on est un pied dans les deux territoires, et tout devient immémorial. Enfin, j'ai pas répondu tout à l'heure à cette question de pourquoi Lascaux, enfin pourquoi la grotte, mais je peux y répondre maintenant. Il me semble à chaque instant, pour peu que je sois concentré ou amoureux ou en train d'écrire, c'est presque la même chose, qu'il existe un point où toutes les époques viennent se conjuguer ensemble et où on peut entendre ce qui se passe à Lascaux, dans l'Odyssée, dans la Bible ce matin, comme dit Solers, où tout se conjugue au présent, voilà. C'est pas, je le ressens vraiment, physiquement. C'est-à-dire que dialoguer avec Melville, quasiment l'écrivain que je préfère au monde, enfin Herman Melville, penser aux nuits célibataires de Franz Kafka, dans son quartier général du bruit, comme il disait, puisqu'il habitait chez ses parents, sont des choses qui, pour moi, relèvent d'une forme d'adoration. Voilà. J'ai vraiment une adoration pour la littérature, et je m'y voue comme certaines personnes se vouent à un culte. Et donc, effectivement, les morts, enfin, d'Ovide à Solers, sont pour moi là chaque jour, enfin, et je m'y baigne, voilà. C'est une provision de relance, enfin, sans cesse. Je lis beaucoup de littérature contemporaine, vivante, enfin, des écrivains, des écrivaines que je connais ou que je connais pas, que je découvre, mais c'est pareil en fait, c'est comme de lire Blaise Pascal ou Stendhal, tout. Moi j'aime tout. J'ai soif en fait, j'ai tout le temps soif. Ça s'appelle l'intempérance. L'intempérance pour moi c'est une vertu. Voilà.
Alors on vous imagine aujourd'hui un peu orphelin. C'est quelque chose pour un écrivain, pour un auteur, de perdre aussi son éditeur, celui qui vous a accompagné, qui a fait un bon bout de route avec vous. Solers, vous le racontez dans un article du Monde, votre Solers à vous, loin des polémiques, des controverses qui ont rejailli alors qu'il n'était même pas encore enterré. Vous dites, mon Solers à moi, finalement, c'était un merveilleux passeur, c'était un éditeur qui était plein d'enthousiasme. Et vous avez cette belle phrase sur l'enthousiasme. Vous dites l'enthousiasme, c'est la gratuité elle-même. Et on en revient au trésorier payeur. On en revient à cette idée de dépenses improductives, à ces dépenses qui peuvent aujourd'hui ne pas rapporter gros, mais qui en fait, dans cette idée de gratuité, de cet enthousiasme de votre éditeur, vous avoue, on imagine, énormément enrichi aussi dans cette relation que vous aviez l'un et l'autre. Ouais, je sais pas quoi dire, ça me gêne, mais parce que sa mort m'a, même si j'y étais préparé, enfin, sa mort me laisse, alors, orphelin c'est beaucoup dire, mais c'est pas mon père, mais me laisse démuni, oui. C'est quelqu'un que j'ai vraiment aimé. Et bon, il avait besoin de personne, il a surtout pas besoin de moi pour le défendre, mais je trouve que c'est un écrivain qui, malgré sans doute aussi à cause de ses pitreries médiatiques, enfin, et de son goût de l'apparition, a masqué pudiquement l'accès à ses livres, qui sont bien meilleurs que... Enfin, Philippe Solers est meilleur que Solers, voilà. Vous voyez, le Solers, comme il y avait Gainsbourg et Gainsbar, en fait, il y a ça. Quelque chose m'a été transmis, voilà. Alors c'est une chose que de sentir quand on lit un livre qu'on aime, je sais pas, Moby Dick par exemple, qui pour moi est un livre fondateur dans ma vie, c'est une chose de sentir que quelque chose se transmet, mais c'en est une autre que quelqu'un réellement vous initie à la littérature. Et ce quelqu'un, pour moi, ça a été Philippe Solers. Donc le Philippe Solers que j'ai connu me semble... quand j'en parle, je me rends compte que personne ne connaît cet homme-là, précisément parce que la littérature, c'est pas que des livres, c'est aussi des revues. L'histoire des revues littéraires, c'est quelque chose qui continue à me passionner. L'histoire de l'avant-garde telle qu'elle, ça a été un grand moment de l'avant-garde et de son achèvement, enfin, à la fin des années 70. Et moi, j'ai appris ça comme ça en allant, quand je suis arrivé venant de Rennes et Nantes, quand je suis arrivé à Paris, jeune prof comme ça pour enseigner dans les collèges de la banlieue parisienne, j'allais tous les soirs à la bibliothèque de Beaubourg, au centre Pompidou, où les livres sont là, en fait, on ne peut pas les emprunter. Je continuais à étudier, je lisais, et j'ai découvert la revue telle qu'elle, voilà. Où il y avait Barthes, où il y avait Derrida, Julia Kristeva, des moments extraordinaires. Et ben voilà, quelque chose s'est donné d'une exigence qui relève de la pensée. Et lui vous a découvert entre les lignes de votre propre revue, celle que vous aviez co-créée aussi, ouais. À la fin des années 90, ouais. Entre les lignes de risque, pour cette relation, cette collaboration qui est née entre vous deux. On est sur vos inspirations, on est sur vos influences. Il y a une écrivaine qui compte, je crois, de plus en plus pour vous. On va l'écouter peut-être, ouais. Elle s'appelle Marguerite Duras. Et je pense que c'est fatal qu'on ne peut pas y échapper. Où tout est mis en doute. Le mariage qu'on a fait, les amis qu'on a. Surtout les amis du couple. Pas l'enfant. L'enfant n'est jamais mis en doute. Et ce doute grandit, et ce doute contient la solitude. Il est habité par une solitude. On peut déjà nommer le mot. Mais je te dis ça, mais je crois que beaucoup de gens ne pourraient pas supporter ça. Ils se sauveraient, quoi. C'est pour ça que tout le monde n'est pas écrivain, par exemple. Peut-être. Parce que ce doute pour toi... Parce que je crois que tout le monde était écrivain, moi. Oui, c'est ça. Oui, j'ai toujours cru.
Ce doute, il est inaugural du geste d'écrire. Ben sans ça, non, il n'y a pas de solitude et il n'y a pas d'écrit sans solitude. Personne n'a jamais écrit à deux voix. On a pu faire de la musique, mais écrire, non. Mais bon, j'ai tout de suite fait des livres difficiles. C'est peut-être lié à ça. Le doute, la solitude, au cœur de l'écriture, on nous dit Marguerite Duras. La solitude, qui est vraiment peut-être le thème ou la question qui traverse tous vos livres, toute votre œuvre à vous, Yannick Enel. Elle a raison sur cette idée qu'on ne peut écrire que seul. On n'écrit pas à deux voix. On n'écrit pas à deux voix. À deux voix. À deux voix. On ne peut qu'écrire seul. Il y a toutes les voix, quand il y en a vraiment une. Mais encore faut-il qu'il soit vraiment là, cette voix, et elle est insaisissable. Enfin, on est dépossédé sans cesse. Moi, je pense que ce qui me passionne tellement dans l'écriture, dans le fait d'écrire, c'est qu'on ne peut pas posséder ça. Enfin, on est sans cesse en train de chercher quelque chose qui se dérobe. Moi, ce que j'aime chez Duras, c'est qu'il y a quelque chose... Enfin, là, c'est un film étonnant de Benoît Jacot, qui est réalisé un peu comme ça. Ça a donné lieu après à ce petit livre qui s'appelle Écrire, qui est un très grand livre sur l'écriture. Ce qui m'intéresse chez elle, c'est la sauvagerie. Cette femme-là qui parle depuis une espèce de fragilité puissante, elle est allée dans des zones très obscures de l'existence où je pense même des philosophes n'ont pas pu entrer. Enfin, il y a une négociation, le mot est laid, mais une négociation avec soi-même et avec ce qu'il y a de plus ardu, de plus aride, de plus terrible parfois, dont on peut lire la trace dans les phrases de Duras. C'est pas ce que ça raconte, comme on sait, l'intérêt de la littérature ne réside pas dans la story, enfin dans les choses narratives, même si j'aime passionnément ça, j'aime Stevenson, enfin, j'aime être bercé par l'enfance narrative, enfin, mais il se trouve que il y a une voix qui les contient toutes, qui parfois se met à parler, qui peut être dangereuse comme la voix des sirènes. Et j'entends ça chez Duras. C'est comme si elle était... Soit c'est elle, la sirène, la mangeuse d'êtres humains, soit elle y est allée et elle en est revenue. Il y a certains écrivains, et en tous les cas Duras, c'est sûr, sont allés au pays des morts et ils en sont revenus. Et ils sont là pour nous le dire, comme dit Job. Moi seul suis venu pour te le dire. Mais il y a aussi chez elle et chez vous cette idée d'une... Peut-être que la meilleure définition de la solitude, ce serait la multitude. Ça se trouve aussi chez Baudelaire, avec ce sentiment que, comme il le racontait, qui ne sait pas peupler sa solitude, ne sait pas être seul dans une foule affairée. Vous l'écrivez pas tellement autrement dans ce livre, La solitude, que vous avez écrit autour de votre expérience de chroniqueur lors du procès des attentats de l'attentat de Charlie Hebdo. Dans ce livre dont on va parler, vous dites que la solitude des uns ouvre à la solitude des autres et que cette solitude multiple, infinie, incalculable, c'est peut-être celle-là que vous avez aimée, justement. Là, c'est une expérience dans ma vie qui est fondamentale. Enfin, c'est les 3 mois et demi que j'ai passés à la demande de Riss, le directeur de Charlie Hebdo, où j'écris une chronique culturelle, disons, toutes les semaines depuis janvier 2015, depuis fin janvier. Donc 3 mois où j'ai suivi le procès des attentats. Derrière vous, il y a les dessins, les caricatures, les dessins du procès de François Bouc. De François Bouc, on était pas 2. Donc François Bouc faisait les dessins, puisqu'on sait tous qu'on n'a pas le droit de filmer ni de prendre des photos dans les tribunaux. Et vous écriviez? Et moi j'écrivais, c'est-à-dire je prenais en note toute la journée ce qui se disait, et le soir, j'en extrayais un texte
assez long, puisque c'était sur Internet. Ça devait paraître chaque jour, chaque matin, à 7h du matin. C'était complètement fou. Je sais pas, enfin, je sais même pas aujourd'hui encore pourquoi j'ai dit oui. Un texte comme ça qui témoignait de tout ce qui s'était dit dans ce tribunal, dans cette... Tout ce qui s'était dit et tout ce qui s'était vu. Et justement, vous dites j'écrivais, mais il y a eu aussi un moment où vous n'avez plus pu écrire, ou pas su écrire, ou pas su comment le dire. Au moment où il y a eu cette vidéo qui a été montrée, cette vision brute de l'horreur, hein, comme vous l'avez raconté, il y a eu cette impossibilité d'écrire pour vous, une sorte de piétinement obstiné, long, une impuissance à raconter ce que vous aviez vu. Et vous l'écrivez, vous le racontez dans la solitude. La violence a, à ce moment-là, pour vous, paralysé le langage. Elle a ridiculisé littéralement les mots. Hein. Ben oui, c'est-à-dire qu'on a vu, ce jour-là, c'était début septembre 2020, en plein Covid, vous vous souvenez, enfin, c'est cette année folle. On nous a passé les images vidéo en noir et blanc de la caméra de surveillance à l'entrée de Charlie Hebdo. Et c'était sous scellé. Enfin, et donc on a vu les frères Kouachi arriver. Enfin, je vois encore les images. Enfin, poussant Coco, la qui tombe par terre, la dessinatrice, et tirant sur quelqu'un que je connais bien, enfin Simon Fieschi, à la Kalachnikov. Et ce garçon a été paralysé, enfin, pendant des années, et s'en sort peu à peu. Et comment dire ça, enfin, c'est le sujet de ce livre, Notre solitude, c'est quelques minutes où on voit effectivement l'horreur et l'impossibilité d'en témoigner, parce qu'il fallait que je raconte ça le lendemain pour les lecteurs et les lectrices de Charlie Hebdo. Et j'ai passé une nuit où tout se néantisait. Enfin, le langage lui-même était ridiculisé par cette saturation noir et blanc de l'écran. Bon, et il se trouve que j'ai dû traverser initiatiquement cette impossibilité. Et j'ai quand même réussi à écrire quelque chose qui a duré 3 mois et demi. Enfin, c'est de me mesurer quand même, d'essayer de me mesurer à une scène de crime qui était enregistrée, enfin, qu'on voyait. Et à la fois le langage ne pèse rien par rapport à ça, et je dirais également le contraire, c'est-à-dire que le langage seul résiste à ce point, ou à cette région où tout pourrit. Le langage est là, enfin le langage, l'écriture, un langage façonné, et peut-être le seul lieu de l'indemne, voilà, de ce qui échappe à l'enfer, de ce qui n'est pas damné. Dans indemne, il y a ça, le non damné. Il s'agit sans cesse de trouver cette dimension indemne. Et comment vous avez réussi à... Parce que vous avez réussi finalement à l'écrire. Oh, c'est toute une histoire, enfin. Comment vous avez... On n'a pas le temps ? Moi je veux bien, mais comment vous avez déverrouillé, finalement réussi à ouvrir cette porte-là? Déjà, d'une part, j'ai bu... vous avez bu beaucoup de vin blanc, jusqu'à être quasi ivre-mort. Enfin, je raconte ça dans le livre, dans Notre solitude, c'est les 50 premières pages. Enfin, je sais plus ce qui se passait, je ne comprenais plus ce qui m'arrivait. Je me suis mis dans un état, c'était la chose la plus importante du monde à faire pour moi, de témoigner de ce procès. C'était le premier procès des attentats. Enfin, depuis, il y a eu évidemment celui qu'on appelle V13. Enfin, Emmanuel Carrère a écrit un livre. Il est allé là-bas. Moi, j'avais plus la force de continuer. Sur l'attentat du Bataclan, du 13 novembre. Voilà. Mais cette nuit-là, il y a eu des choses très obscures et lumineuses qui se sont passées pour moi, qui relèvent de ce qui se passe toujours dans l'écriture, pour peu qu'elle soit décisive, pour peu qu'on s'avance
dans l'impossibilité elle-même, quelque chose se dénoue. Alors, j'ai aussi, il était 4 heures du matin, je me souviens, je n'arrivais pas à dormir, je me disais, je vais appeler RIS pour démissionner, et je me dis, à 4 heures du matin, peut-être pas, mais... et parfois, on a besoin de symbolique, on a parfois besoin, enfin moi, j'ai parfois besoin de ritualiser quelque chose pour y croire. Et je me souviens cette nuit-là, chez moi, là en banlieue parisienne, je suis sorti dans le jardin, il faisait très, très chaud. J'étais avec mon chat, là, qui se demandait ce que je fichais, là. Et j'étais obsédé par l'impossibilité d'écrire. Et d'un coup, dans la nuit, je me suis souvenu qu'il y avait ce tout petit récit, cette allégorie de Kafka, qui s'appelle « Devant la loi ». C'est un passage du procès, mais qu'il a sans cesse réécrit. Ça fait 1 page. Et d'un coup, j'ai senti le désir et la nécessité de relire ce passage. Ça allait me donner quelque chose. Je me suis dit, tiens, je vais m'injecter un peu de Kafka. Peut-être ça va me donner le courage, je ne sais pas. Il y aura peut-être une direction. Vous vous souvenez, c'est quelqu'un qui reste toute sa vie devant la porte de la loi, sans savoir qu'en fait, elle n'était ouverte que pour lui. Bon, c'était très métaphorique pour moi. Enfin, je suis obligé de bricoler ma propre psychanalyse, comme je vous disais tout à l'heure. Et il se trouve que je ne sais pas ce qui m'a pris, mais j'étais dehors, je lisais ça, cette petite page, et je l'ai arraché, j'en ai fait une petite boule, et je l'ai avalée. Et en fait, ça... je sais pas, ça a l'air un peu bizarroïde ce que je vous raconte, mais je vous jure que ça m'a permis de continuer ce procès, ça m'a permis d'écrire cette nuit-là. Je me souviens de la tête de mon chat me voyant avaler une boulette de papier. Je peux vous assurer que c'est assez dégueulasse. Et tout a changé, en fait. Et vous le racontez dans ce livre très, très... beau livre parce qu'il est intense et il rappelle aussi ce que peut être dans un espace comme un palais de justice, comme un tribunal, la place de l'écrivain, en tout cas dans un tel procès. Et puis ça nous ramène encore à Duras et à l'incipit de la douleur qui commence justement sur son propre échec, comme le vôtre. À ce moment-là, à écrire, je me suis retrouvée dans un désordre phénoménal de la pensée et du sentiment auquel je n'ai pas osé toucher et au regard de quoi la littérature m'a fait honte. Hein. Vraiment, cette question de la place, cette question aussi du silence ou de l'importance de retrouver la parole, vous avez résolu cette question depuis, vous y avez beaucoup réfléchi, avec cette envie d'écouter les morts, de peut-être créer avec notre solitude, avec vos chroniques de ce procès, une autre narration, un autre récit qui serait consacré cette fois aux invisibles. Écouter les morts, vous dites que c'est cette éthique du silence qui s'appelle justement la littérature. Et cette communion, vous y êtes parvenu à cet échange entre les vivants et les morts dans cette enceinte du palais de justice, comme dans les livres, dans la littérature. Alors, on va avancer un peu dans ce cheminement, dans votre parcours, dans votre œuvre, avec un autre livre important. Et Emmanuel, c'est à vous, avec un extrait de Cercle, publié chez Gallimard en 2007. Ça commence comment, je crois? C'est maintenant qu'il faut reprendre la vie. C'est maintenant qu'il faut reprendre vie. J'ai répété cette phrase toute la journée en longeant la Seine. C'est maintenant qu'il faut reprendre vie. Il y avait une lumière nouvelle dans les arbres, du vert partout, du bleu, et ce vent léger où flottent les désirs. J'ignore d'où venait cette phrase, mais elle glissait bien dans ma tête. Avec elle, une joie bizarre se diffusait dans l'air d'avril, une joie de solitude qui vous ouvre la route. J'ai dit, c'est maintenant qu'il faut reprendre vie. Aussitôt, il y a eu toute une série d'étincelles autour de ma tête. La phrase s'est enroulée autour de mes épaules en y traçant des lignes rouges, oranges, jaunes. Elle a cheminé le long de mon bras, lentement, jusqu'à ma main qui s'est gorgée d'un sang bleu-noir. C'est ainsi que le livre a commencé à s'écrire. La Seine, les arbres et mon corps se sont mis à tourner dans un instant de vide. Je n'ai pas eu le vertige, au contraire, tout était affecté de vertige sauf moi. Je brûlais,
Mon corps n'était plus mon corps, mais un buisson de flammes d'où sortaient des phrases. Ces phrases tourbillonnaient dans la lumière au-dessus de l'eau, comme des tapis volants, et elles formaient dans le ciel d'immenses rubans de nacre. Un calme étrange fleurissait dans ma tête. Laisse faire, me disais-je. Surtout, laisse faire. Un passage va s'ouvrir, et ce passage, tu l'appelleras cercle. Emmanuel Noblet, une odyssée, une renaissance, c'est celle de votre personnage qui entend non pas des voix, lui il entend des phrases. Et il va vivre cette aventure, ce voyage de Paris à Prague en passant par Berlin, par la Pologne. Cercle, c'est votre Moby Dick à vous? Ah bah j'adorerais, oui. Oui, c'est le livre dont je rêvais quand j'étais petit de lire et d'écrire. Je ne sais pas s'il est réussi, mais j'avais en tête quelque chose. Vous prononciez le mot d'absolu tout à l'heure, je n'ai pas répondu là-dessus. Je m'étais dit, j'avais écrit quelques petits livres avant, mais je m'étais dit, cette fois-ci, je vais écrire, et je mets des italiques et des guillemets et beaucoup d'ironie, je vais écrire un grand roman européen. Et je me montais le bourrichon, comme dit Flaubert dans sa correspondance. Et j'aime bien me monter le bourrichon. Enfin, il faut s'y croire un peu. Enfin, dans ce genre dans ce secteur-là, enfin, il s'agit sûrement un peu de narcissisme, de tout ce qu'on veut, mais il y a un jeu avec soi-même, enfin, où on héroïse un peu la littérature. Il le faut, sinon on n'y arrive pas. Enfin, j'y arrive pas. Et là, je m'étais dit, je vais écrire ce livre dont je rêve depuis toujours, un livre dont j'aimerais qu'il soit à la hauteur de l'idée que je me fais de la littérature. C'était un vaste programme. Il se trouve que ce désir a tout foutu en l'air dans ma vie. Je m'y suis plié, ça a été une espèce de sacrifice, on pourrait dire ça, mais au sens le plus joyeux du terme, comme quand on allume, on gratte une allumette et on voit ce que ça va faire. Et je raconte ça dans Cercle, enfin, c'est la première page, c'est un jour, je ne suis plus allé travailler, alors c'était aussi un fantasme très plaisant. J'ai tout envoyé valdinguer, la personne avec qui je vivais, tout, et je suis parti avec 3 fois rien. Et j'ai vécu comme un personnage de fiction. Et c'était pas un journal, mais j'écrivais une vie qui était la mienne, disons, mais ça aurait pu ne pas être la mienne, en tant que fiction. Je vivais une fiction. Je suis parti à Berlin, en Pologne, tout seul, dans une petite voiture de location. J'étais complètement perdu. Il n'y a pas de téléphone portable à l'époque. Je ne comprenais rien aux signaux sur la route en Pologne orientale. Et j'étais le plus heureux des hommes. Enfin, je vivais avec mes manuscrits, mes cahiers dans la voiture. Je dormais dans la voiture. Je m'inventais une vie à la fois enfantine et sacrée. Et Cercle, c'est le récit de ça, d'un passage que j'ai essayé de trouver dans ma propre vie, qui est un passage plein de saccage, mais aussi de jouissance, voilà. Et j'ai pensé, je reste fidèle à ça, à ce livre, j'allais dire ce livre d'enfance, j'avais quand même plus de 30 ans, enfin, quand je l'ai écrit, mais je pense que la littérature a à voir avec cette joie-là, cette liberté qu'on se donne, qu'on s'octroie soi-même, parce que comme vous le savez, personne ne nous la donne, et cette liberté qu'il ne faut pas remettre au lendemain. Et j'ai vécu plusieurs années comme ça, enfin, de manière totalement suspendue. Et vous en êtes rentré différent? Oui, très différent. Ça a été. Il y a 2 grands événements d'écriture dans ma vie. C'est ce à quoi vous avez fait, ce dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire les 3 mois du procès de l'Hypercacher et de Charlie Hebdo, et puis Cercle, qui m'a métamorphosé en moi-même. Et alors, il y a cette phrase, celui qui n'est pas occupé à naître est occupé à mourir. Oui, c'est Bob Dylan, ça, oui. C'est Bob Dylan. Ouais.
Et ce plaisir de la langue, ce plaisir du style, peut-être cette quête justement de littérature, de sens pour la littérature que vous avez trouvé durant ce voyage. Et on entend quand même dans la manière dont vous le racontez cette idée aussi de destruction et de renaissance, peut-être quelque chose d'un peu de Schumpeter aussi, et ça nous ramène à notre trésorier payeur, ça nous ramène à la destruction créatrice, et ça nous ramène à vous, Emmanuel, pour une deuxième et dernière lecture du trésorier payeur. Ce qu'il y a de beau, c'est que toujours, à force de parler, et même si l'on parle du pire, la douceur est en vue. Soit elle est là, soit elle viendra. L'horizon lui appartient. C'est un point lumineux où se mêlent la joie, le vin, l'humour. Et que se passe-t-il réellement lorsque l'on titube en riant dans les toilettes d'un bouge avec une dame un peu trop fardée? Vers 3 heures du matin, l'ivresse atteint son point d'oubli. C'est le bonheur ou le néant, on ne sait pas. Même le lendemain matin, en se réveillant, on l'ignore. L'oubli couvre des étendues d'existence qui se destinaient peut-être à être mémorables et resteront égarées comme un parapluie, comme le vent. Où vont ces instants dilapidés? Y a-t-il un refuge pour les moments d'ivresse? Une bibliothèque où les discussions perdues sont stockées en attendant qu'on les retrouve? Peut-être écrit-on des romans pour faire entendre cet oubli, pour le conjurer. Dans une telle hébétude passe en tout cas un amour pudique qui relève à la fois de la fatigue où l'on se vautre et de la certitude que rien d'affreux ne pourra nous arriver. Une certaine aberration nous maintient collés aux banquettes devant lesquelles passent des alcools, des camarades rieurs, des tentatrices. C'est la vie vécue pour raconter des histoires. Cette nuit-là, au Cercle Rouge, et plus tard encore, notre joie en appelait à une chose plus intense qui n'a pas d'autre nom que la ruine. Dans l'ivresse, nous savons que nos forces, en se dissolvant, en appellent de nouvelles, plus folles encore, qui exigent de l'existence qu'elle se donne tout entière en se dénudant jusqu'au silence. En dévalant dans la nuit tous les 5, nous réalisions à notre manière le programme de l'exposition. L'ivresse n'est-elle pas, comme la ruine économique, une opération glorieuse? En elle, un excédent se consume, comme si l'on mettait le feu à sa propre joie, comme si enfin chacun de nous se hissait à la mesure de la vérité. Ainsi, notre petite communauté fut-elle en proie, le temps d'une soirée heureuse, au démon dont s'organisait le retour à la faveur d'une exposition, la dépense. On n'arrêtait pas de prononcer ce mot. Je crois même qu'on se le jouait un peu. Qui s'expose dans sa vie à de telles extrémités? Bataille l'a écrit, l'a répété, et pourtant chacun se contente d'en répéter à son tour le constat séduisant sans jamais se l'appliquer, ni en incendier le monde, alors même que de telles choses éclairent le brasier de nos esprits. Je continue à croire, en écrivant ce livre, que l'ébullition dont nous sommes les porteurs hilars secoue la croûte des évidences. Tout s'ouvre avec le feu qui détruit ce qui était ordonné. L'univers est ce chaos d'une chambre d'enfant qui résiste au rangement. C'était ça, le bureau du trésorier payeur. Un trou dans la banque qui disait « le trou dans l'univers ». En rentrant cette nuit-là, je courus vers ma chambre d'hôtel en riant. Les images du trésorier payeur se bousculaient dans ma tête. Je voyais des moments de sa vie clignoter, j'apercevais sa silhouette rigoureuse entrant dans la salle des coffres, s'approchant, une clé à la main, des 12 armoires blindées, en sortant de l'une d'elles une chose énorme, un lingot d'or, un tableau de maître, les pages d'une correspondance obscène, le cœur à vif d'une femme sacrifiée. Oui, je voyais une porte s'ouvrir sur un couloir souterrain et le trésorier de dos s'avançant dans le tunnel, une lampe torche à la main. Puis les images se mêlaient, s'obscurcissaient. De nouveau, je voyais apparaître la silhouette du trésorier effectuant son trajet entre la banque et sa maison. Tout cela se répétait interminablement et voici que je trébuchais dans l'escalier. Les images se brisèrent en se mélangeant comme dans un kaléidoscope. C'est dans l'escalier de l'hôtel du Vieux Beffroi que j'aperçus ce roman en entier.
Et c'est ça tout l'art du romancier après, c'est recoller les morceaux, reconstituer le puzzle, parce qu'on entend comme avec Cercle, comme on le disait tout à l'heure, cette idée de la fulgurance à un moment, de l'idée qui vous tombe dessus, de l'illumination, hein, ou du scintillement, comme vous le dites souvent plus joliment. Mais après, il faut y aller, il faut recomposer, il faut tricoter, il faut refaire le puzzle. Il y a deux choses. Il y a la capacité à se casser la figure dans l'escalier. Ouais. Je veux dire, c'est pas si évident que ça. Vous n'êtes pas fait mal? Je sais pas, ça m'est arrivé malheureusement assez souvent. Mais d'en faire quelque chose, voilà. Je me souvenais plus très bien de cette scène-là, mais effectivement, cet éparpillement est fondateur, voilà. Recomposer. Les romans, il m'arrive de les... À force de souhaiter les vivre, il m'arrive de les voir, mais ils me sont incompréhensibles, comme s'il s'agissait d'un miroir brisé, enfin. Et en le recomposer, comme vous dites, c'est un acte qui n'est pas évident, enfin, qui est coupant. Mais ça a lieu comme ça, oui, se mettre dans des états. La question de l'ivresse, la question de l'oubli, la question de ce lieu où peut-être sont stockées les choses dont on ne se souvient pas. Je crois que la littérature y répond. Je ne connais pas d'autres secteurs de l'activité humaine, pour le dire comme ça, de manière bête, qui s'occupent de ça. Et ça s'appelle la poésie, je crois, enfin, de faire venir des choses qu'on ne connaissait pas, ou qu'on a oubliées, ou qui ne se rangent pas ailleurs que, même pas dans le langage, mais que dans un certain état ardent du langage. Voilà. Un art de la réminiscence, peut-être aussi. On n'a pas parlé de sexe depuis au moins 20 minutes. Je vous propose qu'on y revienne, histoire que notre invité, Yannick Enel, soit bien à l'aise. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein, bah si, que c'était votre sujet de prédilection favori. On va parler un peu désir, on va parler un peu sexe. On a vu apparaître tout à l'heure, et c'était un peu tôt, le visage d'une femme. Peut-être est-ce qu'il pourrait revenir sur le grand écran. Il est là. Et donc, vous allez me dire, Judith, ouais. Plus sexe, on est un peu dans un truc un peu tordu, mais, merci, mais... je vais citer le titre de cet autre livre qui est de vous, Yannick Enel, et qui s'appelle La solitude Caravage. C'est un livre que vous avez écrit sur la vie du peintre, sur aussi sa manière de vivre, lui, son art, et comment des tableaux de Caravage vous ont touché intimement. Et ce livre commence comme ça. Vers 15 ans, j'ai rencontré l'objet de mon désir. C'était dans un livre consacré à la peinture italienne. Une femme vêtue d'un corsage blanc se dressait sur un fond noir. Elle avait des boucles châtains... Ah, stop! Vous allez trop vite. Elle avait des boucles châtain clair, les sourcils froncés et de beaux seins moulés dans la transparence d'une étoffe. C'est elle. Ouais. Alors là, tout est né. C'est l'épiphanie érotique, en fait. C'est mon premier amour, oui. Ouais. Mon premier vrai grand amour, ça a été pour la Judith du Caravage. Mais il se trouve que j'étais enfermé à cette époque-là dans un pensionnat militaire à La Flèche, au Prytanée. Et un jour, dans la petite bibliothèque de section, comme on dit, j'ai vu ça, mais en noir et blanc, juste ce visage, enfin le visage et le buste, ça s'arrêtait là, voilà. Mais je voyais pas ce qu'elle faisait avec ses mains, là, on va avec voir. ses bras. Là, on va voir, et ça, c'est ce que vous avez découvert en 97, donc quelques années plus tard, au moment d'un voyage à Rome. Ouais. Et là, vous découvrez l'intégralité du tableau. Je découvre 15 ans plus tard que la femme que je désirais, que j'aimais, dont j'aimais le froncement de sourcils que je trouvais éminemment désirable, enfin adorable et désirable, ce froncement de sourcils qui allait avec le froncement de son corsage, enfin sa boucle d'oreille, enfin sa perle rehaussée d'un papillon noir, tout ça composait un paysage sensuel. Que pour moi, voilà, juste pour moi. J'avais même déchiré ce détail, comme on dit, en noir et blanc. Et je savais même pas que c'était du Caravage parce que à l'époque, je sais pas, je m'en foutais, je sais pas, c'était elle qui m'intéressait. Mais je savais pas ce qu'elle faisait.
Et donc l'objet de mon désir, je pensais que c'était simplement une jeune femme adorablement immobile, et en fait elle était en train d'égorger quelqu'un. Donc je me suis pas mal posé de questions sur mon désir réel. J'ai bien dû admettre que c'était peut-être moi, la tête du type, Holoferne, ou que peut-être j'étais elle, je sais pas. Mais bon, voilà, entre Eros et Thanatos, là, j'avais droit à une scène complète. Mon psychanalyste imaginaire se régale. Mais bon, et plus sérieusement, ça a été mes débuts dans la fascination pour la peinture, parce que voilà, on voit quand même bien, mais bon, c'est un tableau que je n'ai cessé d'aller voir. J'ai eu la chance de vivre en Italie à une époque et de vivre à Rome aussi, puisque j'avais remporté le concours de la Villa Médicis. Et donc pendant un an, je vivais, puisqu'il est au Palazzo Barberini à Rome, j'allais le voir tous les jours. J'allais la voir tous les jours. Et je crois que la peinture est aphrodisiaque. Je ne sais pas vous, mais moi... je sais bien en disant ça qu'il n'y a pas que ça dans la peinture, bien sûr, mais c'est par là qu'elle m'attrape. Et pour moi, une œuvre d'art, je ne sais pas, un morceau de musique, une photographie, n'a de sens que par les impacts qu'il ou elle crée dans notre vie, ce qu'on en fait. On part avec. Si on ne part pas avec, c'est jamais qu'une chose dans un musée, quoi. Et... bon, le Caravage s'est mis à me passionner, donc, au fil du temps. Et puis, je me suis mis à écrire. Je crois que c'était la première fois que j'écrivais vraiment un livre sur des tableaux, d'essayer de trouver des mots qui disent les pigments. Je sais que la peinture est chose muette, c'est Nicolas Poussin qui l'a dit, et pourtant, ça ne fait que parler. La peinture ne fait que parler. La peinture est une parole, enfin... C'est pas seulement une parole qui gît à l'intérieur des cadres, c'est pas une parole secrète. Enfin, c'est de la parole en couleur et en forme. Et cette parole-là, je sais pas, c'est l'œil écoute, dit Claudel. Enfin, c'est vraiment ça, se pencher sur la peinture, comme on se penche sur le corps de la personne qu'on aime, comme on se penche sur les rivières. Enfin, je ne sais pas si vous avez déjà mis votre oreille tout près du flot. C'est une expérience qui n'est pas seulement esthétique. Enfin, c'est l'expérience même du battement de cœur. Enfin, le battement de cœur des autres qui vous est destiné. Cette réflexion sur les visages du désir, sur le corps féminin, vous l'avez poursuivie dans un travail que vous avez commencé, mené avec la photographe plasticienne Linda Tulou, que j'invite à nous rejoindre sur la scène. Non, on a réussi, nous, à marcher droit. Ensemble, vous avez déjà publié Vénus, Où nous mènent les étreintes. Vous l'avez cité, évoqué tout à l'heure. Bonjour, bonjour. 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 Et vous êtes photographe. Donc, on va essayer de comprendre comment est née cette réflexion. Racontez-nous ce livre, Vénus, cette rencontre. Vous êtes un grand passionné, amoureux d'art, vous le disiez à l'instant aussi, Yannick Enel. Et la photographie est arrivée aussi à, peut-être pas surgir dans votre vie, elle devait déjà y avoir une place, mais... Quel dialogue, quelle correspondance? Peut-être présentez-nous aussi le travail de Linda. On va voir des photos pour comprendre cette réflexion que vous menez sur le féminin. Moi, ce que j'aime dans les photographies de Linda Tulou, c'est précisément qu'elle croise la question du désir et d'un lieu qui, en l'occurrence, est égal au ciel, enfin à la voûte céleste, qui est la forêt. Et énormément de ces photographies, enfin les premières que j'avais vues, se passaient dans une forêt. Et cette grande et vieille histoire d'Actéon et de Diane, je la voyais remise en jeu par quelqu'un qui me faisait aussi penser à Francesca Woodman ou à Alix Cléo Roubaud,
dans ces tentatives d'autoportrait, enfin, de la mise en jeu, de la dénudation de soi dans la photographie. Voilà. Ça m'a attiré, voilà, ces photographies. Ce qui s'y jouait, ce qui continue à s'y jouer, rejoint une région en moi qui est peut-être une région de rêve, je ne sais pas, peut-être j'en ai rêvé de ça, et elle l'a photographié. Enfin, je me sentais... j'étais chez moi, quoi. Et voilà, on s'est rencontrés, et on a fait déjà 2 livres ensemble. Et, cette photo-là, tout particulièrement, Linda Toulouse, oui. On parlait de Judith. Judith, tout a commencé par le choc, la révélation autour d'un visage. Là, c'est un corps sans visage. Oui, il n'y en a pas. Hein. Qu'est-ce que vous avez voulu raconter avec cette photo? En fait, c'est une image que j'ai faite il y a au moins une dizaine d'années, je pense, et que j'ai ressortie de mes archives. Là, on la voit. En fait, c'est une photographie qui est sur une pierre. Donc la pierre est émulsionnée de bromure d'argent et ensuite je tire des photos dessus. Donc c'est un objet, elle est dans le cosmos, c'est comme une image qui nous vient de loin. Et c'est vrai que cette femme n'a pas de visage, mais je crois que c'est une voix aussi. C'est une femme qui nous appelle. Elle est à l'entrée d'une grotte. Cette photo, vous l'avez postée en fait. Vous avez écrit ensemble, à partir de cette photo de Linda Toulouse, Yannick Enel, un court texte qui donne aussi votre vision, votre regard en fait, qui est peut-être très différent de ce qu'était l'intention de départ de Linda sur cette image. Hein. Et vous y voyez quoi? Alors du coup, il y a effectivement, c'est un petit livre qu'on a fait ensemble qui s'appelle La nuit souterraine, qui porte exclusivement sur cette image. Cette photo. Et sur cette photographie qui est glissée dedans. Et je m'en suis donné à cœur joie. C'est-à-dire que j'ai écrit ce que m'inspirait cette photographie. Je ne suis pas historien d'art et je n'ai pas analysé cette photographie, mais c'est un glissement. Je crois que le terme te va bien, je crois. Enfin, dans tes photographies, il y a quelque chose de glissant. C'est un glissement peut-être un peu fantasmatique sans doute, où je raconte ce qui se passe quand on regarde cette photographie, enfin, qui ne relève pas seulement du désir, parce que c'est très étrange, elle est acéphale, enfin, c'est comme si c'était la tête d'Holoferne tout à l'heure, enfin c'est l'inverse. Mais ce qui m'intéressait tout de suite, c'est la pénombre derrière, l'obscurité, la nuit de l'univers. Et cette grotte, voilà. Je suis très très obsédé par les grottes, par le paléolithique, pas seulement par la préhistoire, mais par ce qui crépite sur les parois, sur ce que Quignard appelle la nuit sexuelle, vous voyez. Et j'étais très requis par l'immobilité quasi, comment dire, un peu froide, au fond, a priori, de cette femme, figée. C'est presque un rêve de pierre, comme dirait Baudelaire. Et par ce mouvement, enfin, que je sens, comme si, derrière elle, comme si elle sortait, ça j'imagine évidemment, comme si elle sortait de ce moule autour d'elle que produit la pierre de roche et cette espèce de tunnel, là aussi, ça continue cette histoire de tunnel, dont elle s'extirperait. Bon, j'y voyais évidemment une espèce de gardienne et de quelqu'un qui inviterait également à venir, la rejoindre ou pas. Bon voilà, c'est les photographies, pas la photographie en général, qui est un art que j'aime sans le connaître énormément, mais certaines photographies, et celle de Linda, suscitent en moi des romans, en fait, des féeries à n'en plus finir. Est-ce que les mots d'Yannick Enel suscitent en vous des images? Moi, ça me parle, parce que je crois qu'on est peuplé d'images, et c'est vrai qu'Yannick, il arrive à mettre une narration. Moi, j'avais pas envie de quelqu'un qui fasse je sais pas, qui explique la photo. En fait, lui, il rentre dans une histoire, et je pense que quand une image est ouverte, elle appelle à des chemins que chacun prend en fait à l'intérieur de ça. Et c'est vrai que cette femme là, elle a la couleur des falaises en fait, de la pierre, elle déborde l'espace en fait. Il y a une très longue histoire de la représentation
des femmes et notamment du corps des femmes hein, dans l'histoire de l'art. Aujourd'hui, quelle est votre envie à vous, Linda Tullo, avec vos photos aussi? Comment est-ce qu'on peut renouveler ce regard? De la nudité? C'est vrai qu'on me pose souvent cette question, mais moi je la vois même pas nue en fait. Je sais pas, c'est juste un corps. J'aime que ça ne marque pas une époque. Que cette photo, elle aurait pu être faite il y a 100 ans, 17 000 ans, ou aujourd'hui, mais je trouve qu'elle est... Enfin, pas cette photo en particulier, mais pour moi, le nu, il appelle au proche et au lointain en même temps. Voilà. C'est quoi être juste un corps, Yannick Enel? Être juste un corps, ouais. Ou être un corps juste pour faire mon Jean-Luc Godard comme ça. Être un corps, c'est pas être juste un corps. Enfin, c'est être tout. Enfin, je pense que pour moi, il n'y a pas de réification dans le regard par rapport à la nudité. Bon, moi j'aime, je vous l'ai dit, à travers cette histoire d'Actéon et de Diane, je fais partie de ces personnes qui sont obsédées, non pas par les corps nus, mais par un corps nu, par une nudité que je cherche. Comme on peut chercher un lieu, on peut passer sa vie à chercher quelque chose. C'est une nudité que j'ai aperçue je ne sais quand. Avant d'être né, et je la trouve de temps en temps. Judith, c'est une approche de ce corps qui est insaisissable. Dans les photographies de Linda, je le sens, il est là aussi. Il se surexpose et il se dérobe. Et moi, ce que j'aime, je crois qu'on va voir d'autres photographies que tu as prises. C'est que la photographie, c'est un mouvement. Enfin voilà, c'est tout le contraire de l'immobilité. Je glisse dans les bois. La voici qui lève ses bras. C'est une biche. Elle m'indique l'entrée. Ses courbes s'estompent à travers une lueur blanche. L'ovale de ses bras forme une vulve au-dessus de sa tête. La lumière éblouit ses seins. Son léger pubis me parle. Je vais la suivre. Je vais entrer dans la nuit avec elle. Les lumières tremblent un peu. Nos corps oublient leur poids. La nudité les délivre. Quand on fait l'amour, une forêt respire à notre place. On se faufile dans la métamorphose. On n'a plus seulement un corps, mais 2, 3, 1000 corps qui dispersent leurs atomes. Sur Vénus, c'est la réponse? Où nous mènent les étreintes? Je sais pas. Vous pouvez nous lire quelques lignes de ce que vous avez écrit à propos de cette première photo? Alors, vous avez des bons yeux? La lumière est bonne? Oui, ça va aller voilà. Parce que si mes lunettes, je sais pas où elles sont. Et jusqu'à Caresse, la page d'après. D'accord. Je tournerai la page si vous voulez. D'abord, c'est ça. Oui. Lorsque? Lorsqu'une femme se dénude, on s'imagine la dévorer du regard. C'est le contraire qui a lieu. On est soi-même dévoré. Le désir creuse des trous dans la roche et s'engouffre dans les ouvertures. J'ai d'abord été attiré par le fond noir qui entoure cette femme, par la bouche d'ombre qui, derrière elle, appelle l'idée de caverne. Mais il m'était impossible d'en jouir. Plantée au milieu de la roche comme une statue dont la splendeur vous refroidit, elle occupait toute la place. Ce long corps vertical, gris comme la pierre,
figé comme un songe, que pouvait-il allumer en moi sinon un désir sans objet? Il n'avait pas de tête, il n'était la nudité de personne. Pour qu'un corps soit nu, il lui faut un visage. La nudité passe par le visage. C'est la nudité des yeux, de la bouche et du nez qui dénude le corps. C'est elle qui vous offre son ventre, ses seins, ses cuisses, cette abondance de chair qui attend le feu des caresses. Merci beaucoup. Oui, c'est brûlant. Et donc, c'est aux éditions Les Petites Allées. Oui, c'est une maison artisanale. En fait. C'est très joli. C'est un livre qu'on peut poster. Avec un tirage de Linda Tulou. Logiquement, je crois que le temps a passé, et le temps a passé trop vite. On avait prévu une séquence d'un film dont vous souhaitiez nous parler. Ah oui, La Porte du Paradis de Michael Cimino. Oui, je cherche une grande chef pour savoir si on a éventuellement le temps ou pas. Est-ce que quelqu'un peut me faire un signe et me dire: chère Fabienne, Madame la Présidente, Madame la Directrice Générale, il est déjà 15h40. On avait une séquence. Allez, vous avez le temps? On s'offre ça encore pour terminer. Merci beaucoup. On termine avec une analyse de film, ou plutôt de cette séquence à voir dans La Porte du Paradis, le film de Cimino sorti en 80. C'est un des chefs-d'œuvre vraiment du réalisateur, et il y a dedans Isabelle Huppert. On regarde la séquence et on en parle juste après. Боже Михайло, молим te, Stoj tu, dođi, podrži ovo. Ajde, pomozi nam, Mihajlo. Ajde, pomozi nam. Šejt Kovač! Kastor! Šejt Kovač! Mičels Kovač! Kastor! Kastor ät! Kutu grevi! Kastor er! Måtta! C'est le film qui, quand même, sabote un peu les grands mythes américains, et notamment celui de l'Amérique, terre d'accueil. Il faut peut-être ouvrir un autre de vos livres, Tiens, ferme ta couronne, pour comprendre pourquoi vous vouliez nous emmener aussi dans ce film et dans cette séquence. Pour moi, c'est peut-être, je le dis enfantinement, le plus beau des films. Enfin, le film le plus stupéfiant qui a été réalisé. Ça s'appelle Heaven's Gate, donc La Porte du Paradis, et ça porte sur la criminalité inhérente à l'espèce humaine, et plus particulièrement sur le fait, comme l'a dit Freud, enfin, c'est une phrase célèbre, toute société est fondée sur un crime commis en commun. Et Cimino montre
que ce rêve américain est une pure fabrication, c'est un cauchemar. C'est fondé sur l'extermination des Indiens, mais également sur une autre forme d'extermination que va montrer ce film, qui a eu lieu historiquement, enfin, à la fin du XIXe siècle, dans un comté, notamment du Wyoming. C'est une liste qui a été établie par les propriétaires terriens. Là, on voit Christopher Walken, qui est l'homme de main de ces propriétaires terriens. Une liste noire où il s'agit de supprimer tous les émigrants, comme on disait à l'époque. Il s'agit de tuer tous les étrangers indésirables, comme on dira plus tard en France. Et ces émigrants qui étaient venus en ayant acheté des parcelles de terre, donc qui passent, comme on le sait, par Ellis Island, qui vont être sélectionnés. L'Amérique a aussi inventé cette sélection-là. Et qui vont arriver comme ça au bord des montagnes rocheuses qui sont splendides, enfin, qui veillent comme des dieux incrédules sur ce bain de sang. Moi, je trouve que cette scène est stupéfiante parce que, bon, il y a ce drap qui est comme l'écran. Le crime va trouer l'écran du visible. Et bon, on voit cette famille d'émigrants polonais ou ukrainiens, je ne sais plus, qui sont obligés de voler du bétail, en fait, pour survivre. Et donc, ils ont volé un bœuf. Et on est là dans quelque chose qui relève du sacrifice. Enfin, c'est Rembrandt, enfin, c'est le bœuf écorché, c'est du Soutine. Et vous avez vu que quand il est tué, il devient lui-même l'objet du sacrifice. Il est avec le bœuf. Et ce drap troué par le crime va devenir le linceul. Enfin, sa femme vient le lui mettre autour. Bon, c'est évidemment, comme on dit dans ces cas-là, l'expression est un peu ridicule, mais je la trouve là condensée et judicieuse. C'est une leçon de cinéma. Et là, tout est dit sur cette cloison qui sépare les riches des pauvres, sur ce drap qui sépare ceux qui tuent et ceux qui sont tués, les bourreaux et les victimes. Et toute l'histoire de l'Amérique est dénouée à l'envers, enfin, et nous est offerte. Enfin. Et alors dans Tiens, ferme ta couronne, je voulais raconter, c'était un rêve de cinéphile, enfin, parce que j'ai commencé avant d'écrire à être obsédé par le cinéma. Je suis un ancien cinéphile, un cinéphile du XXe siècle. Et je voulais écrire un livre de pure cinéphilie sur quelqu'un qui va rencontrer Michael Cimino. Et puis le livre a dérapé complètement, est devenu très fou, très féerique, partant dans tous les sens. Et Cimino est mort pendant l'écriture. Et ce livre est devenu, c'est l'histoire d'un scénariste raté. Enfin, j'ai pris tous les clichés que j'adore, hein, je dis clichés au bon sens du terme. Baudelaire dit que le comble de l'art, c'est d'arriver à inventer un cliché. Et j'ai pris tous les clichés de la littérature américaine. Je voulais être un écrivain américain en écrivant ce Tiens, ferme ta couronne. John Fante, que je trouve merveilleux, raconte ça tout le temps. Donc il y avait le narrateur alcoolique, bon ça j'ai pas eu trop à me forcer, la loose, enfin, une vie comme ça d'un type qui a juste son frigo, des bières et qui regarde des films toute la journée. C'était la quintessence pour moi d'une certaine cinéphilie d'anti-héros, voilà. Et j'ai dévidé des fils, et il y a toute la journée les films de Cimino, donc Voyage au bout de l'enfer, enfin The Deer Hunter, le chasseur de daims, parce que c'est ça le vrai titre, c'est pas Voyage au bout de l'enfer. Et puis celui-ci. Et donc le livre commence comme ça, comme un pur objet cinéphilique. Ce type ne fait que raconter toute la journée les films qu'il voit et ressasser Cimino, Apocalypse Now. Et il a une théorie. Je ne veux pas parler trop longuement, mais j'y tiens quand même. Il a une théorie qui est un peu la mienne. C'est que dans toute œuvre digne de ce nom, qu'elle soit photographique, qu'elle soit littéraire, qu'elle soit cinématographique, il y a toujours un cerf ou un daim. Faites-en l'expérience, croyez-moi. Et voilà, c'est le sujet du livre. C'est quelqu'un qui voit des daims ou des cerfs partout et qui assimile la figure du cerf à l'absolu, enfin à la vérité, voilà. Le daim immaculé de la vérité, dit Melville. Merci beaucoup. Merci mille fois, Yannick Enel.